Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au parcours d'un panafricaniste assez particulier. Il s'agit de Barthélemy Boganda, le président du gouvernement et fondateur de la République centrafricaine. Défenseur d'une certaine idée du panafricanisme et le rêve des États-Unis de l'Afrique latine qui devait comprendre les pays de l'Afrique équatoriale française, plus l'Angola et le Congo belge. Un projet qui suscite peu d'intérêt. Partisan des grands ensembles fédéraux, il accepte que le mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire, son parti, participe en juillet 1958 au congrès de Cotonou qui aboutit sous l'impulsion de Senghor à la naissance du parti du regroupement africain. Le 29 mars 1959, entre Berberati et Bangui, Boganda meurt dans un accident d'avion. Il meurt 3 mois après la proclamation officielle de l'indépendance de l'Obongi-Chari, Centrafrique, le 1er décembre 1958. Les conditions de sa mort demeurent suspectes jusqu'à aujourd'hui. Pour évoquer l'histoire de ce monument de la France-Afrique, pour évoquer le parcours de ce monument de la Centrafrique, j'ai le plaisir de recevoir Mzhora Lahiani et Samuel Akizimana. Mzhora, bonjour. Bonjour. Samuel, bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, Mzhora. On dit que la vie de Barthélemy Boganda a commencé comme elle s'est terminée, dans la tragédie. Oui, effectivement. Elle a commencé dans la tragédie, elle a fini dans la tragédie. Déjà, on le sait que Barthélemy Boganda, il a perdu ses parents étant très jeune. Et ça, c'était à cause de la situation que le Obongi-Chari, ou bien l'ex Centrafrique L'actuel. subissait. L'actuel. L'actuel Centrafrique subissait. Donc, c'était c'était une situation carrément défavorable. C'était pas un endroit où une personne normale pouvait vivre. On considérait toujours les Centrafricains comme inférieurs, comme des arriérés. Il n'y avait pas d'élite, il n'y avait pas de route, pas d'éducation, pas une situation favorable pour les travaux. Alors que ses parents, on sait qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas recueilli la quantité idéale du caoutchouc et de tout ce qu'on leur demandait, parce que les quotas étaient fixés par l'administration française. Et quand on n'arrive pas à atteindre ce quota, on arrivait jusqu'à l'assassinat. Il y avait des miliciens de la compagnie forestière oui. Sanga Obongi. Donc c'était cette compagnie qui exploitait le caoutchouc dans la région. Et puis on fixait à chaque habitant un quota. Et quand on ne ramène pas donc, ce quota, il arrivait même, on les frappait, on les humiliait, et même ça peut arriver jusqu'à l'assassinat, et c'était le cas des parents de Barthélemy. Donc il n'avait pas encore 10 ans quand il assiste. Donc, oui, et quand il a assisté à la scène tragique de la mort de ses parents, et ça l'a marqué. Parce que même si après il était récupéré, il a grandi après au Cameroun et au Congo, mais il n'a pas oublié cette scène et ça l'a marqué. Et justement, quand il a grandi, il a commencé toujours à défendre les intérêts. Donc c'est à partir de là. Samuel, donc une scène violente qui nous renseigne un petit peu sur les pratiques des colons insatiables
en Afrique en général et en Centrafrique en particulier. Oui, exactement. Parce que, vous savez, une des choses, parce que moi, en voulant comprendre un peu l'histoire, l'origine de Barthélémy Boganda, je m'intéressais en voulant chercher déjà que veut dire Boganda, parce que souvent en Afrique, le nom ont souvent des significations. À chaque fois que je cherchais, ça ramenait sur quelque chose de très important en disant figure historique. Son nom maintenant, il est associé à l'indépendance. C'est-à-dire qu'au niveau de Centrafrique, quand on entend Boganda, on entend liberté, on entend l'égalité, on entend espérance. Justice, espérance. Maintenant, revenons sur ce personnage très emblématique, avec son enfance, comme Mesrour était en train de l'expliquer, très tragique parce qu'il est orphelin très tôt. Et pourquoi il est orphelin, ça revient sur ce que Mesrour a expliqué en disant pendant cette époque où ses parents ont dit, si on regarde à travers l'histoire, ils disent que ses parents auraient péri à travers ces situations tragiques où soit ils étaient à cause des récoltes de caoutchouc, c'est pas quoi, donc c'était dans des situations un peu catastrophiques. Donc il est orphelin très très jeune. Il a vu ses parents mourir. Il a tout perdu, il est accueilli en tant qu'orphelin dans certains orphelinats, etc. Donc il a grandi dans des situations où il a vu ce désastre causé par la colonisation française. Donc il s'est imprégné un peu de cette douleur d'avoir perdu les siens et de voir autour des siens les gens qui comptaient pour lui en train de périr dans des situations pareilles. C'est qui a forgé un peu son caractère parce que ça lui a aussi donné cette perspective, parce que si on regarde à travers son parcours, on va voir que non seulement il s'est imprégné de cette éducation. Moi, je vais parler d'une chose qui m'a un peu touché parce que je fais un peu un bond très haut, mais je vais revenir en arrière, où il était dans une assemblée française où on lui parlait de la civilisation en disant on est venu vous civiliser. Donc vous devez être reconnaissant. Il les a répondu en disant comment ça vous parlez de civilisation alors que c'est vous, les prêtres, les missionnaires, quand vous êtes venus au niveau de Bangui, c'est vous qui nous parlez en disant que Dieu, il ne fait pas des différences. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc il y a cette égalité. Comment vous allez venir civiliser alors que vous êtes tous au même niveau? Il n'y a pas des races supérieures à la race inférieure. Donc c'est juste une personne qui a grandi dans des situations où il a su, par les pertes des siens et par les pertes des gens qui comptaient pour lui autour de lui. Donc il a grandi dans une situation... D'ailleurs, c'est ce que dit Maurice Saragba, un historien à l'université de Bongali. Il revient justement sur la situation coloniale et l'asservissement des Africains pendant la période coloniale et le rôle des miliciens qui surveillaient justement le peuple centrafricain asservi. On obligeait les gens à passer 2 semaines à 1 mois dans la brousse pour pouvoir récolter le caoutchouc. Mais ils vivaient dans des conditions très difficiles. Ils étaient suivis par des miliciens. Les populations étaient recrutées et envoyées dans la forêt en vue de récolter le caoutchouc, l'huile de palme, l'ivoire, les peaux de reptiles, car ces produits étaient très recherchés en Europe en général. C'était le travail forcé. Donc touché, marqué par la situation vécue par ses parents, mais aussi ses compatriotes, il va commencer donc à réfléchir comment changer les choses. Oui, il a commencé à réfléchir comment changer les choses. Il était prêtre, c'était le premier prêtre de la Centrafrique. Et prêtre noir. Oui, le premier, effectivement. C'était le premier prêtre noir au Centrafrique. Et pendant cette période, c'était une personne aussi qui défendait l'éducation. Il a essayé de construire des écoles, même si les autres l'interdisaient. Parce que même autour de lui, il défendait toujours l'idée en disant que on n'a pas d'élite. On n'a pas d'élite, même quand, par exemple, moi je vais partir, c'est qui va prendre ma place? Toute la population africaine ou bien toute la population de la Centrafrique, c'est des personnes qui ne sont pas instruites. Et ça, c'est malheureux. Et à chaque fois, déjà là, on voyait qu'il a commencé à déranger. On disait toujours que on a récupéré ton orphelin, on l'a éduqué, on l'a enseigné, et puis il commence à militer contre nous, à faire des choses que
qui ne va pas dans notre sens, qui ne va pas dans notre objectif. Et c'est là réellement qu'il a commencé. Il a défendu l'éducation. Il a construit des écoles, déjà qu'il n'y avait pas de route dans les endroits-là. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'infrastructure. Donc c'est lui la personne qui a initié tous ces projets. Et vous avez dit à l'introduction aussi, il rêvait des États-Unis de l'Afrique latine. De regrouper même si son rêve n'a pas abouti, mais c'était une personne qui rêvait déjà à cette unité de l'Afrique. Les grands ensembles fédéraux, il imaginait à sa manière le panafricanisme. Donc, il fallait partir d'un certain nombre de pays d'ensembles régionaux et puis aller vers une fédération africaine. Oui, exactement. Moi, je vais déjà parler d'un truc qui est très important, c'est que Mesure était en train de préciser pour que les gens puissent comprendre déjà sa vision. Déjà, il a dit qu'il était prêtre noir, le premier prêtre noir, mais ça ne lui a pas suffi parce que lui, il s'est dit qu'il doit être plus en action. Donc, c'est pour ça qu'il s'est engagé dans la politique. Il s'est engagé dans la politique pour être une personne qui va apporter des solutions comme la construction, etc. Être un acteur réellement pour le droit des Centrafricains. Et une des choses de très importantes à travers sa vision panafricaniste, lui, il se disait il faut commencer petit et au fur et à mesure s'agrandir. Ce qui était très intéressant aussi à l'époque parce que lui, dans son sillage, il voulait rassembler l'actuel Gabon, l'actuel Tchad, le Congo-Brazza et la Centrafrique. Donc, il voulait partir sur un regroupement qui est un petit noyau. Qui doit être un petit noyau stratégique pour apporter des solutions dans cette région. Et si on regarde pourquoi aussi, il faut regarder aussi les pays où il a sillonné. C'est une personne qui a beaucoup aussi voyagé à travers ces différents pays. Donc il avait une appartenance un peu très fort dans ces pays-là. Et pour lui, il faut partir aussi sur le principe. Pour lui, il regardait que ces régions-là, ils avaient les mêmes traditions, ils avaient presque les mêmes cultures, ils avaient presque les mêmes défis, les mêmes objectifs. Donc pour lui, c'était du genre, pourquoi rester encore séparés à travers cette colonisation? Donc on peut faire un État. C'est-à-dire que c'était son combat, lui. C'est qui a commencé à déranger parce que avec ces visions-là, il a commencé à créer des turbulences au niveau des Français parce que lui visait les colonies françaises, donc il touchait les intérêts de la France, ce qui gênait plus la France. Donc on voit que c'était une personne avec une vision et il s'appliquait à ça. Et si on regarde maintenant à travers son parcours depuis qu'il est député, c'est ça qui est très important. Quand même il était député, il faisait des actions concrètes qui gênaient les Français. Par exemple, il y a cette petite citation qui disait, où il dit l'Afrique doit cesser d'être un terrain de pillage, elle doit devenir le continent de la fraternité. Ouais. On voit déjà à travers ça qu'il était plus sur le côté unir pour développer, unir pour une Afrique vraiment développée. Et c'est là où réside justement le fondement même de sa politique et l'enseignement majeur donc de son action et de son engagement. Je vous propose d'écouter un compagnon de Bogonda, il s'agit de l'abbé Ngoui. Il revient justement sur les valeurs défendues par Bogonda. On l'écoute. Bogonda disait, je ne suis pas là pour former des servants de messe qui sont là comme des statues, mais je suis là pour former des hommes pour l'avenir. C'est-à-dire, soyez des hommes, sachez agir, sachez parler, sachez communiquer. Ça, j'ai travaillé. Voilà, donc son rêve, c'était de former des hommes capables de travailler, capables d'éduquer, capables de transmettre des valeurs de justice et de partage. Oui, en fait, il avait un projet d'émancipation, d'émancipation totale. Et c'est pour ça, en fait, il dérangeait. Déjà, dès qu'il a commencé avec la mort tragique, avec tout ce qu'il a subi dans son passé, c'était une personne qui voulait donner en retour ce qu'il a reçu, comme l'éducation par exemple, à toute sa population. Parce que quand il voyait, il se disait que c'était l'hypocrisie totale de toutes ces missions chrétiennes qui viennent et qui nous empêchent d'enseigner encore les autres, de ne pas leur donner le pouvoir. Alors que lui, il voulait rendre le pouvoir aux Africains et non pas rester sur l'autre. Il disait que toujours sa population subissait un racisme. C'est que si on ne les laisse pas éduquer, c'est parce qu'il voulait toujours ce pouvoir, que ça soit centré sur eux et que les Centrafricains soient asservis. Ça veut dire que c'est des serviteurs qui vont travailler pour les intérêts des autres. Et lui, il voulait former cette population, il voulait les éduquer, que cette population soit
utilisent tous leurs traditions et tout ce qu'ils ont appris et ne pas rester dans cette position de faiblesse, ne pas travailler pour les autres, mais travailler pour leurs propres intérêts, construire leur pays et chasser la colonisation carrément, parce que ils le voyaient en fait, ils le reconnaissaient. S'ils étaient là, c'est pour piller les ressources, c'est pour les prendre. Lui déjà, quand il était à l'Assemblée populaire, quand il avait des ambitions politiques, il parlait de nationalisation des entreprises, de tous les ressources, etc. C'est une personne qui avait une vision à long terme, c'est pas juste à court terme, c'est pas sur place. Donc ce qu'il voulait, c'est éduquer la population et la préparer pour l'avenir. Oui, effectivement, Samuel, parce que moi, je peux résumer ça en quelques phrases, ce qui est très important, même en écoutant son cher ami qui était en train de faire un petit témoignage sur lui. En fait, on sait déjà qu'il prônait quelque chose, il prônait l'égalité raciale, il prônait la fin du système colonial, il prônait l'éducation de masse, il prônait le développement économique par les Africains eux-mêmes, ce qui montre déjà sa vision qui était là. C'est-à-dire qu'on voit déjà que c'est une personne qui était bien structurée dans sa tête, il savait où il voulait aller, il savait ce qu'il voulait faire. Et quelque chose de très important, moi je voudrais ajouter un petit extrait de son discours, une petite phrase d'un extrait de discours de 29 juin 1957, où il avait dit je ne veux pas que mon pays soit libre avec des ventres vides. Il avait dit, la liberté, ce n'est pas seulement un drapeau, c'est aussi le pain, l'eau, l'école, la santé. C'est-à-dire qu'il avait une vision pour le développement de son pays et surtout le développement de la région qu'il prônait, où il voulait qu'il y ait cette unicité de la région. C'est-à-dire qu'il y a une personne, il avait déjà une vision toute tracée de ce qu'il voulait faire. Et c'est pour ça, Mezoua parlait par exemple de la nationalisation de certaines industries, construction de routes. C'est-à-dire que c'était une personne avec une vision qui était claire et il savait où il voulait aller. Et c'est un discours qu'il défendait même au sein du Parlement français. Je propose d'ailleurs ce témoignage de Faustine Niamolo, un écrivain et un dramaturge. Il revient justement sur les valeurs défendues par Boganda au sein du Parlement français. Boganda, quand il est élu député, il va à Paris. Cela va lui permettre de voir que les Français de France sont différents des Français qui sont en Afrique. Comme il était affilié à MRP, un parti d'obédience catholique, il s'est dit dans le cadre de ce parti, poursuivre sa mission, son apostolat en faveur des hommes noirs. Mais compte tenu de tout ce qu'il a constaté étant prêtre, il a pris tout son temps pour dénoncer ces abus au niveau de l'Assemblée nationale française. Et son but était attirer l'attention de la France métropolitaine, de la France mère, de la mère patrie, sur les exactions que commettent ces agents sur le terrain auprès de la population noire, sans que justice soit rendue équitablement pour tout le monde. Et tout cela, la métropole n'en tenait pas compte, ne l'écoutait pas, faisait semblant de ne pas l'écouter. Et la situation au niveau du pays ne changeait pas. Boganda va prendre conscience que les aspirations des Centrafricains ne seront jamais prises en charge par la France coloniale. Oui, et c'est ce qui, en fait, il le disait clairement que la France, elle refusait l'indépendance. Ouais. Et aussi l'Église, elle dénonçait pas les abus. Et les intérêts économiques aussi n'étaient pas défendus. Donc lui, tout ce qu'il voulait, c'est défendre les intérêts de la population centrafricaine. Et c'était une personne aussi qui avait des projets à long terme, comme j'étais en train de dire. Boganda, c'est une personne, on le reconnaissait, même Samuel l'a dit, c'est la personne, le père fondateur de la Centrafrique. Et ça, tout le monde le reconnaît. Et parmi ses projets aussi, c'était pas seulement l'éducation, la santé, la justice, c'est aussi les États-Unis de ce pays. Voilà. Et sous-région. C'est que les gens disent rarement, c'est qu'il y avait même des opposants auprès de ses compatriotes, des gens qui voulaient pas, qui n'étaient pas alignés avec sa vision. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que les Français qui étaient contre lui, mais même les personnes qui voulaient leur pouvoir centré, genre pouvoir l'intérêt personnel. Être à la tête de certains pays, pour eux, c'était un intérêt personnel. Ils ne voulaient pas de cette union. Et Boganda, en quelque sorte, il dérangeait tout le monde. C'est pas seulement l'élite française. Mais il jouissait d'une certaine légitimité populaire que personne ne pouvait lui enlever, Samuel. Oui. C'est ça sa force. Oui, c'était ça sa force, parce que si on regarde déjà
une personne qui avait la capacité de faire les États-Unis de l'Afrique latine. Ça montre déjà son éloquence, sa vision et sa percussion, parce que plusieurs personnes étaient prêtes à le suivre. C'est-à-dire que c'est l'un des rares, on peut retrouver en Afrique, qu'il y a un certain nombre de personnes et des leaders, parce que quand on parle du Congo-Brazza, quand on parle de Gabon, etc., qui le suivaient, au fait, qu'ils étaient prêts à le suivre dans cette vision-là. C'était une personne visionnaire, il était visionnaire, il savait ce qu'il voulait, et surtout, une des choses particulières avec lui, il avait le côté où il se sentait serviteur de son peuple. Serviteur, c'est-à-dire que résoudre les problèmes au fur et à mesure. C'était ça sa philosophie. Résoudre les problèmes au fur et à mesure, parce qu'il a subi et il a vu les gens autour de lui subir et il ne voulait pas que les gens continuent à subir. Et surtout avec cette vision qui dérange encore le plus, c'est avoir l'autonomie, parce qu'il visait l'autonomie. Et l'autonomie, c'est ça qui dérangeait le plus. Parce que si on regarde la région, c'était une région vraiment très, très stratégique, alors que lui, avec cette région stratégique, il prenait quelque chose qui était clair et net et qui montrait l'évolution et le développement de cette région. Ce qui a beaucoup dérangé, et au fur et à mesure, on sait déjà ce qui se passe avec la France. Quand tu touches les intérêts de la France, tu vas en subir les conséquences. Justement, le 1er décembre 1958, il proclame l'indépendance officielle de la Centrafrique. De mon cœur est sorti les couleurs que vous avez ici, qui symbolisent les 4 territoires de l'AIS, mais qui symbolisent également notre territoire pilote, la France métropolitaine. Pratiquement après ce discours Mzahor El-Hayani, Boganda meurt. Et sa mort, jusqu'à présent, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un assassinat ou bien un accident? Et parmi les recherches que j'ai trouvées, il y a certaines personnes qui disent que c'est pas un accident, c'est un assassinat, parce qu'ils ont trouvé, avec toutes les recherches techniques, qu'il y avait des explosifs déjà dans l'avion. Donc l'avion a explosé même avant le crash. Avant le crash. Et ça, c'est une preuve que c'était un assassinat qui était prémédité ou bien préparé à l'avance, et ce n'est pas seulement un accident. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à presque tous les leaders d'Afrique. Quand une personne dérange, ou quand une personne, on voit que c'est une menace, on va l'éliminer, et puis on va étouffer toute la chose, et on ferme la page, et on tourne la page, et on n'en parle plus. Et ça, c'est malheureux. Mais il y a certaines personnes qui disent que c'est un accident, parce que ça reste aussi un crash d'avion. Mais beaucoup de Centrafricains se demandent s'il n'a pas été éliminé par la France, dont il avait commencé à s'éloigner, comme l'a souligné Samuel. Oui, on peut citer déjà, il dérangeait, Boganda dérangeait. Il faut comprendre déjà qu'il dérangeait en prenant une Afrique fédérale, etc., indépendante. Ça, c'est déjà un problème, parce que déjà, il accède à l'indépendance, donc il a une certaine certaines possibilités d'agir. Il devient un peu un élément gênant. Et une des choses, en revenant sur certains des rumeurs sur sa mort, il y a certaines personnes en disant, quand ils ont fait des recherches, des enquêtes, ils ont entendu qu'il y avait une bombe qui avait éclaté avant même que l'avion puisse s'écraser. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'éléments qui montrent que... ces dernières années, un journal centrafricain qui a mentionné que même en France, on n'exclut pas la thèse de l'assassinat. Il cite donc Pierre Calque, un ancien administrateur colonial français, qui affirme que Boganda aurait reçu, début 59, c'est-à-dire un mois après la proclamation de l'indépendance, des lettres de menaces de mort postées depuis le Congo belge, qu'un colis piégé aurait été déposé par un jeune homme dans l'avion avant son décollage. Voilà, ça c'est un témoignage donc d'un ancien administrateur, et qu'une explosion serait survenue en plein vol, comme vous le dites. Ah oui, exactement, parce qu'il avait beaucoup d'ennemis, que ce soit tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et on sait déjà qu'il jouait sur les intérêts de la France. Et les intérêts de la France, on sait, parce que c'est ça que... Il y a une chose, il y a une même mise
qu'on retrouve sur les assassinats de beaucoup de personnes. C'est pour ça même, on parle toujours sur ça. On va retrouver qu'il y a toujours une petite main et une certaine signature qui montre un peu l'ingérence de certaines grandes puissances de l'époque. En tout cas, la thèse d'une bombe a été établie. Exactement. Donc, ce qui montre déjà que, à travers les rumeurs et à travers certaines des recherches, on s'assure que c'est une assassinat. Voilà, ce qui manque dans l'enquête, ce sont les commanditaires. Donc, on ne sait pas qui a préparé, qui a commandité cet assassinat. Voilà. Oui, ça reste toujours dans le flou. Il y a jamais eu une réelle enquête qui était menée de ce côté-là. Mais je dirais que, en fait, Buganda, il était trop libre pour des États africains qui étaient leur destin. Genre, eux, ils voulaient toujours que leur destin que ce soit des États dépendants. Et donc, par là, on n'a pas seulement tué un homme, mais ils ont tenté de tuer des idées. Ils ont tenté de tuer cette vision d'une Afrique libre, cette vision d'une Afrique construite avec sa propre population. Donc, ils ont juste seulement éliminé parce qu'ils dérangeaient leurs intérêts. Aujourd'hui, ce qui reste donc des valeurs défendues par Buganda en Centrafrique, c'est le principe selon lequel tout être humain est une personne. Zokwe, zo, on Songo. Exactement. Moi, j'ajouterais cette phrase qu'il aimait aussi, où il avait balancé en disant « L'Afrique noire ne sera grande que le jour où elle marchera debout sur ses propres jambes. » Savoir déjà que Barthélemy Buganda avait une vision pour l'Afrique et c'était un panafricaniste. Voilà, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci Samuel Akizimana. Merci Mzoura Al-Hiani. Et je vous laisse avec cette chanson centrafricaine. Des yeux sur le monde, un regard sur ma vie. Et ce est une mélodie.